Haut dans les montagnes, là où les nuages effleurent le sommet des rochers, se trouve une cité que personne n'a pu trouver pendant des centaines d'années. Imaginez, d'immenses maisons et places en pierre, construites sur une crête montagneuse étroite, à 2400 mètres d'altitude. Les murs sont faits de blocs de granit gigantesques, ajustés si parfaitement qu'on ne pourrait même pas y glisser une feuille de papier. Le plus étrange, c'est que les gens qui ont bâti tout ça n'avaient ni scie en fer, ni grue, ni même de simples roues ou brouettes de chantier. Tout ça, c'est le Machu Picchu, la cité perdue des Incas, qui pose encore aujourd'hui aux scientifiques plus de questions que de réponses. Comment les anciens maîtres ont-ils pu hisser des pierres de plusieurs tonnes sur une pente aussi raide et ériger des constructions qui tiennent debout depuis 5 siècles, malgré les tremblements de terre et les pluies torrentielles? Aujourd'hui, nous allons essayer de percer les secrets que cachent ces temples vides et ces escaliers. De pierre au milieu des nuages. L'histoire du Machu Picchu a commencé il y a environ 550 ans. À cette époque, un souverain inca du nom de Pachacútec a décidé de se construire une résidence personnelle, loin des regards indiscrets. L'endroit choisi était le plus sauvage possible. De tous côtés, des précipices profonds. En bas, le grondement d'une rivière de montagne. Et tout autour, uniquement les pics acérés des Andes. Les Incas n'avaient ni livre, ni plan. Ils ne consignaient pas leur savoir par écrit, mais ils s'y connaissaient en construction mieux que de nombreux ingénieurs modernes. Le plus surprenant n'est pas visible de l'extérieur, mais se cache à l'intérieur de la montagne. Pour que la cité ne glisse pas le long de la pente lors des fortes pluies, les bâtisseurs ont installé un système complexe de canaux souterrains et ont superposé des couches de sable et de gravier. Près des 2/3 de tout le travail de construction de la cité ont été consacrés à cette fondation invisible. Grâce à cette astuce, le Machu Picchu est toujours debout. Aujourd'hui, bien que des milliers d'orages violents s'y soient abattus au fil des ans. Le principal matériau de construction était le granit gris. Il était extrait directement sur place dans une carrière de pierre au sommet de la montagne. D'énormes morceaux de roche étaient détachés par une méthode très simple mais très longue. On enfonçait des coins de bois secs dans les fissures, puis on les arrosait. Le bois gonflait et fendait lentement la pierre dure. Mais la manière dont ces pierres étaient ensuite taillées et transportées jusqu'au chantier reste encore un mystère. Les Incas ne se contentaient pas de poser les blocs les uns sur les autres. Ils les polissaient et leur donnaient des bords irréguliers pour que les pierres s'emboîtent les unes dans les autres, comme les pièces d'un jeu de construction. En cas de tremblement de terre, ce type de maçonnerie ne s'effondrait pas. Elle vibrait légèrement, puis les pierres reprenaient leur place d'elles-mêmes. Chaque virage de sentier et chaque fenêtre de cette cité ont été pensés dans les moindres détails et sont liés au mouvement du soleil dans le ciel. Le Machu Picchu est resté invisible pour la civilisation pendant plus de 400 ans. Cela semble presque impossible car la cité se trouve à seulement 100 km de Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Lorsque les conquistadors espagnols ont envahi ces terres au XVe siècle, leur influence a entraîné la disparition de nombreux monuments et a modifié le visage de la région. Pourtant, le Machu Picchu, lui, semblait s'être dissous dans les nuages. Les Espagnols avaient entendu des légendes sur des cités perdues dans la jungle, mais les pentes abruptes et la végétation dense ont constitué une protection fiable pour ce lieu. Aucun soldat en armure lourde n'a pu se frayer un chemin à travers les falaises verticales et les forêts sauvages qui cachaient le sentier menant à la cité. Finalement, le Machu Picchu est devenu l'un des rares endroits à avoir échappé au pillage et à avoir conservé son aspect originel. Le temps a passé, et même les habitants locaux ont commencé à oublier l'existence de ces constructions de pierre haut dans les montagnes, les considérant simplement comme une partie des anciens mythes. Tout a changé en juillet 1911. L'historien et explorateur américain Hiram Bingham est arrivé au Pérou à la recherche de Vilcabamba, le dernier bastion des Incas dans leur lutte contre les Espagnols. Bingham n'était pas un archéologue professionnel, mais il était animé par une passion pour la découverte et soutenu par l'université de Yale. Les habitants locaux lui ont parlé de ruines au sommet d'une montagne qu'ils appelaient Machu Picchu, ce qui signifie « vieille montagne » en langue quechua. Le 24 juillet,
par une journée froide et pluvieuse, Bingham, accompagné d'un sergent local et d'un jeune berger de 10 ans nommé Pablito, a commencé l'ascension. Le garçon connaissait le chemin car sa famille vivait non loin de là et utilisait les anciennes terrasses pour cultiver des légumes sans même se douter qu'il travaillait la terre du Grand Empire. L'ascension était épuisante. Les voyageurs devaient littéralement grimper le long de parois à pic en s'agrippant aux racines des arbres. Quand ils ont enfin atteint le plateau, dissimulé par le brouillard, Bingham est resté figé d'étonnement. Devant lui, émergeant des fourrés denses de la jungle, se dressaient de majestueux murs de granit blanc. Les arbres et les lianes enlaçaient les maisons, poussant à travers les fenêtres et les portes. Mais la qualité de la maçonnerie elle-même était si parfaite que les bâtiments semblaient avoir été abandonnés tout récemment. Bingham a écrit dans son journal qu'il n'en croyait pas ses yeux. Dans ce lieu oublié de tous, au bord du précipice, se trouvaient les plus beaux exemples d'architecture de pierre qu'il ait jamais vus. Il a passé plusieurs heures à errer dans ce labyrinthe, nettoyant de ses mains la saleté séculaire des surfaces parfaitement polies. La première chose qui a frappé l'explorateur fut l'absence totale de traces de présence européenne. Il n'y avait ici ni croix catholique, ni maison reconstruite dans le style espagnol. C'était une capsule temporelle, préservée par la nature elle-même. Cependant, Bingham a commis une erreur, qui a embrouillé les historiens pendant des décennies. Il était convaincu d'avoir trouvé Vilcabamba, ce fameux refuge secret où les Incas se cachaient des conquistadors. On a découvert plus tard que la véritable Vilcabamba se trouvait bien plus profondément dans la jungle et avait une apparence beaucoup plus modeste. Le Machu Picchu s'est avéré être quelque chose de différent, de plus important et de plus mystérieux. Bingham a entrepris des fouilles à grande échelle, au cours desquelles des centaines de squelettes ont été découverts, principalement de femmes, ce qui a donné naissance à la première fausse théorie selon laquelle la cité était la demeure des Vierges du Soleil. Après la publication de photos dans le magazine de la National Geographic Society, en 1913, le Machu Picchu est instantanément devenu une sensation mondiale. Le monde a découvert l'existence d'une cité qui défiait toutes les lois de la logique de l'époque. Comment un peuple qui ne connaissait ni le fer ni les animaux de trait a-t-il pu ériger une telle structure ? Pourquoi les Incas l'ont-ils abandonné à son apogée ? Ces questions ont commencé à tourmenter les scientifiques dès sa découverte. Plus les chercheurs défrichaient la jungle, plus les choses devenaient claires. La cité avait été construite selon un plan d'ensemble, et chaque pierre avait sa propre fonction. Le Machu Picchu n'était pas une forteresse défensive au sens habituel du terme. C'était quelque chose de plus complexe, un lieu où la terre rejoignait le ciel. Malgré le triomphe de la découverte, celle-ci a été assombrie par des querelles sur la propriété des artefacts trouvés. Bingham a emporté aux États-Unis des milliers d'objets, y compris des bijoux en or, des céramiques et des ossements, en promettant de les restituer sous 18 mois. Cependant, ce processus a duré un siècle entier, et ce n'est que ces dernières années que les trésors du Machu Picchu ont commencé à retourner. Dans leur patrie, au Pérou. L'étude de la cité avait commencé, mais ses premiers pas dans l'inconnu n'ont fait qu'entrouvrir le voile du mystère. Les scientifiques allaient devoir découvrir comment, à cette altitude, au milieu de falaises abruptes, une telle splendeur architecturale avait pu voir le jour sans l'utilisation des outils élémentaires que possédaient les Égyptiens ou les Romains. Quand on se trouve sur la place principale du Machu Picchu et qu'on regarde les murs environnants, une seule pensée vient à l'esprit. C'est impossible. Les Incas n'avaient pas de grue, pas de câbles d'acier, ni même de simples pieds de biche en fer. Tous leurs outils se résumaient à des pierres dures, des ciseaux en bronze et des dispositifs en bois. Pourtant, ils travaillaient le granit, l'une des roches les plus dures au monde. Pour construire la cité, les Incas ont utilisé une carrière locale, située juste au sommet de la crête. C'était une solution logistique géniale, car traîner de tels blocs depuis la vallée de la rivière aurait été une tâche quasi impossible, même pour des milliers d'ouvriers. Le plus stupéfiant dans l'architecture du Machu Picchu, c'est ce qu'on appelle la maçonnerie à sec.
Les Incas n'utilisaient ni ciment, ni argile, ni aucun autre type de mortier. Les pierres tiennent uniquement grâce à leur propre poids et à l'ajustement parfait de leur forme. Chaque bloc dans un mur a une forme unique et peut avoir de 6 à 12 faces. Les artisans taillaient dans les pierres des saillies et des encoches spéciales qui s'assemblaient comme les pièces d'un puzzle en 3 dimensions complexe. Si vous essayez de glisser la lame d'un couteau entre deux de ces blocs, vous n'y arriverez pas. Une telle précision exigeait une patience incroyable. On plaçait une pierre contre sa voisine, on regardait où l'ajustement n'était pas parfait, on a retiré, on a polissé à nouveau, et on répétait l'opération des dizaines de fois jusqu'à ce que le joint soit impeccable. Mais pourquoi les Incas se compliquaient-ils autant la vie ? La réponse se trouve dans la forte activité sismique des Andes. Un mur de briques ordinaire avec du mortier se fissure et s'effondre lors d'un fort tremblement de terre. Les murs du Machu Picchu fonctionnent différemment. Pendant les secousses sismiques, les pierres se mettent à vibrer et à sautiller légèrement sur place, sans se briser. Elles semblent danser, absorbant l'énergie de la terre. Et quand la secousse s'arrête, les blocs, sous leur propre poids, retournent dans leurs emplacements d'origine. Cela a rendu la cité pratiquement éternelle. En 500 ans, de nombreux tremblements de terre ont eu lieu ici, détruisant des constructions plus modernes en contrebas. Mais la citadelle au sommet est restée debout, presque intacte. Le transport des monolithes énormes, dont certains pèsent plus de 20 tonnes, reste un sujet de vif débat. Les Incas n'avaient pas la roue, ou plutôt ils la connaissaient mais ne pouvaient pas l'utiliser à cause du relief. Une charrette à roues est inutile là où la route n'est qu'un escalier sans fin. Pour déplacer une pierre géante, des centaines d'hommes la tiraient sur des plans inclinés à l'aide de grosses cordes en fibres végétales. Sous les pierres, on plaçait des rondins ou des galets lisses de rivière qui agissaient comme des roulements. Sur les blocs eux-mêmes, les scientifiques ont découvert d'étranges protubérances qui servaient très probablement de point d'appui pour des leviers, aidant les ouvriers à guider précisément le bloc à sa place. Une fois la pierre installée, ces protubérances étaient souvent taillées pour rendre le mur lisse. Les Incas compensaient l'absence d'outils en fer par une connaissance approfondie des propriétés des matériaux. Ils utilisaient ce qu'on appelle des percuteurs en pierre, faits de roches plus dures, avec lesquels ils émiettaient littéralement des morceaux de granit pour leur donner la forme désirée. C'était un travail long et monotone qui exigeait des centaines de bras et une discipline de fer. Mais le résultat a dépassé toutes les attentes. Les Incas ont créé un style architectural qui paraît moderne même aujourd'hui. Leurs bâtiments ne rivalisent pas avec les montagnes, ils les prolongent, passant avec fluidité de la roche naturelle aux murs construits par l'homme. On a l'impression que la cité n'a pas été construite sur le sommet, mais qu'elle en a littéralement poussé. Il est intéressant de noter qu'au Machu Picchu, il existe différents types de maçonnerie. Les murs grossiers faits de petites pierres étaient destinés aux maisons ordinaires et aux locaux de service, tandis que les temples et les appartements impériaux étaient construits avec une attention fanatique aux détails. Le temple principal et la place sacrée témoignent du sommet de leur art. Ici, les blocs sont polis jusqu'à obtenir un éclat de miroir et les angles des bâtiments sont légèrement inclinés vers l'intérieur. Ce n'est pas une erreur des constructeurs, mais une autre astuce pour augmenter la stabilité des édifices. Les Incas comprenaient les lois de la physique de manière intuitive, créant des chefs-d'œuvre que nous qualifions aujourd'hui de merveilles architecturales, bâties au mépris de toutes les lois de l'époque. Le Machu Picchu n'est pas juste un ensemble de beaux bâtiments, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie qui fonctionne comme un organisme vivant et unifié. Quand on regarde la cité à vol d'oiseau, on est frappé par les rangées infinies de marches en pierre qui ceinturent la montagne. Ce sont les fameuses terrasses agricoles des Incas. Leur construction était une nécessité vitale et non un simple élément décoratif. Sur les pentes abruptes des Andes, un champ ordinaire aurait été emporté par la première averse. Les Incas ont résolu ce problème en créant des plateformes artificielles planes. Chaque terrasse est comme un millefeuille. Tout en bas, on trouve de grosses pierres. Ensuite, une couche de gravier, puis du sable, et tout en haut, une couche de terre fertile que les ouvriers transportaient dans des sacs depuis la vallée. Cette structure en terrasse remplissait plusieurs fonctions à la fois. Premièrement,
Elle fonctionnait comme un filtre géant qui laissait passer l'eau, l'empêchant de stagner et d'éroder la pente. Deuxièmement, les pierres à l'intérieur des terrasses se réchauffaient au soleil pendant la journée et restituaient cette chaleur aux racines des plantes la nuit. Cela créait un microclimat particulier permettant de cultiver à 2400 mètres d'altitude des plantes qui aiment habituellement la chaleur, comme le maïs. Les scientifiques ont calculé que la superficie de ces jardins suspendus était tout à fait suffisante pour nourrir toute la population de la cité qui comptait environ 700 ou 800 personnes. Les Incas étaient totalement autosuffisants en nourriture, sans dépendre des approvisionnements de la vallée. Cependant, le plus grand problème pour toute ville de montagne, c'est l'eau. Au Machu Picchu, il n'y a ni puits, ni grand réservoir d'eau. Pourtant, un aqueduc unique, vieux de plus de 500 ans, y fonctionne encore aujourd'hui. Les ingénieurs incas ont trouvé une source naturelle d'eau pure sur le flanc d'une montagne voisine. Ils ont construit un canal en pierre d'environ 750 mètres de long, avec une pente calculée avec précision. Ce canal achemine l'eau directement au centre de la cité. Pour que le débit ne tarisse pas et ne détruise pas le conduit, les bâtisseurs ont calculé la capacité du système avec une marge d'erreur de seulement quelques pourcents. L'eau arrive dans un premier bassin, réservé aux souverains, puis s'écoule successivement dans 15 autres fontaines-réservoirs à travers la ville. La propreté et l'hygiène étaient primordiales pour les Incas. Tout le système d'approvisionnement en eau était séparé des canaux de drainage qui évacuaient les eaux de pluie sales. Les Incas comprenaient que la stagnation de l'eau sous les bâtiments mènerait à une catastrophe. C'est pourquoi, sous chaque place et sous chaque grand bâtiment du Machu Picchu, se cachent des couches de gravier et de sable. Même lors des plus violentes tempêtes tropicales, quand des tonnes d'eau s'abattent sur la cité, celle-ci s'infiltre instantanément dans le sol et est évacuée par des drains souterrains hors des murs. Les architectes d'aujourd'hui reconnaissent qu'il serait extrêmement difficile de reproduire un tel ouvrage sans utiliser de pompes modernes et de tuyaux en plastique. Le génie des ingénieurs incas se manifeste aussi dans la manière dont ils ont intégré la cité au paysage. La vie sociale de la cité s'organisait autour de la place centrale. C'est là que se tenaient les fêtes et les assemblées où se décidaient les affaires importantes de l'Empire. Les habitations étaient simples mais fonctionnelles. Il n'y avait pas de meubles au sens où nous l'entendons. Les gens dormaient sur des peaux d'animaux ou des nattes et rangeaient leurs affaires dans des niches creusées directement dans les murs de pierre. Malgré cette austérité, la vie quotidienne était pensée dans les moindres détails. Chaque bloc d'habitation disposait d'un système de ventilation et d'évacuation de l'eau. Chaque quartier avait ses propres ateliers où l'on fabriquait des vêtements en laine d'alpaga et des poteries céramiques. Le Machu Picchu fonctionnait comme un monde autosuffisant, protégé par les montagnes et les dieux, où chaque habitant connaissait sa place et son rôle dans l'œuvre commune de prospérité de l'Empire. La vie y suivait un rythme paisible, dicté par les cycles de la nature et les signes célestes que des observateurs d'étoiles expérimentés déchiffraient depuis leurs terrasses de pierre. Malgré sa grandeur, le Machu Picchu n'a été habité que très peu de temps, à peine plus de 100 ans. Vers 1572, les habitants ont soudainement quitté leur maison, emportant avec eux tout ce qu'ils avaient de plus précieux. La cité n'a été ni détruite par des ennemis, ni incendiée. On n'a trouvé aucune trace de grande bataille dans ces rues. Elle s'est simplement tue, peu à peu, envahie par la jungle épaisse qui l'a cachée du monde pendant 4 siècles. Les scientifiques débattent encore aujourd'hui de ce qui a bien pu pousser les gens à abandonner ce paradis architectural. La version la plus logique est liée à l'arrivée des Espagnols. Bien que les conquistadors n'aient jamais trouvé le chemin de la citadelle, ils ont apporté sur le continent des maladies européennes contre lesquelles les Incas n'avaient aucune immunité. Une épidémie de variole a probablement été le facteur décisif dans la diminution de la population de la ville. Une autre raison pourrait être la guerre civile entre les héritiers du trône qui a divisé l'Empire peu de temps avant l'arrivée des envahisseurs. Avec l'effondrement du pouvoir central à Cusco, il est devenu impossible de ravitailler et de maintenir la vie dans un lieu aussi complexe que le Machu Picchu. Les Incas se sont retirés dans des régions plus profondes de la jungle, espérant survivre à ces temps troublés, mais ils ne sont jamais revenus. Le plus surprenant, c'est qu'avant de partir,
ils ont délibérément détruit la route principale menant à la cité afin que personne ne puisse les suivre ou profaner leur sanctuaire. Le Machu Picchu est devenu un fantôme endormi au sommet de la montagne, dont seules quelques familles locales connaissaient l'existence, transmettant ce savoir de génération en génération comme un secret de famille. Aujourd'hui, le Machu Picchu est reconnu comme l'une des nouvelles merveilles du monde. Mais il continue de poser de nouvelles énigmes aux chercheurs. Des instruments modernes montrent que sous la cité se cachent encore des cavités et des pièces murées qui restent à explorer. Chaque année, des milliers de touristes gravissent les anciens sentiers pour voir ces murs de leurs propres yeux. Mais la cité ne révèle ses secrets qu'à contre-cœur. Nous ne comprenons toujours pas entièrement comment les Incas calculaient le mouvement des étoiles avec une telle précision, ni quelles autres technologies ils utilisaient pour déplacer d'énormes pierres sur des pentes verticales. Une chose est claire, ce lieu a été créé par un peuple qui ressentait un lien profond avec la nature et savait canaliser sa puissance. L'histoire du Machu Picchu nous enseigne que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas seulement à sa richesse, mais aussi à sa capacité à créer en harmonie avec le monde qui l'entoure. Les anciens bâtisseurs nous ont laissé un monument qui a survécu aux empires, aux guerres et aux cataclysmes. En regardant les joints parfaits de ces blocs de granit et la façon dont le soleil illumine chaque matin l'autel du temple du soleil, on se prend à croire que rien n'est impossible à la persévérance et au talent humain. Même si les maîtres d'œuvre ne disposent que de simples pierres et de la foi en leur Dieu, ils sont capables de bâtir une cité qui restera éternelle, rappelant aux descendants l'âge d'or d'un empire perdu dans les nuages des Andes.